Laurent Fignon remporte l'étape de Dijon-contre-la-Montre 24 heures avant sa consécration à Paris. Encore un accident au Grand Prix de France des ULM, le pilote Marc Lejeune, grièvement blessé alors que son parachute s'ouvre au décollage. Un point pour Édouard Leclerc dans le conflit des rabais de l'essence, le tribunal de Pontoise lui donne raison. La situation diplomatique reste bloquée au Liban après la visite de M. Gemayel à Washington. Les violents combats de Beyrouth ont été meurtriers. Mesdames et messieurs, bonsoir. Laurent Fignon, superstar. Avant son couronnement demain à Paris, il franchit brillamment un ultime obstacle, brillamment et avec panache, puisqu'il remporte pour la première fois une étape au cours de ce Tour de France. De l'avis de tous les observateurs, c'est un grand champion qui a gagné aujourd'hui l'étape contre la montre à Dijon, un champion qui entre dans la lignée de ceux qui ont fait la légende du Tour de France. Il se serait forcément trouvé des grains chauds demain pour reprocher à Laurent Fignon de terminer le Tour de France sans avoir remporté une seule victoire d'étape, comme Valkoviak en 56 ou encore Lucien Aymar et Yann Janssen. Laurent Fignon ne risque plus ce soir la même critique en l'emportant à plus de 41 km/h de moyenne. Il a relégué l'Espagnol Arroyo à 35 secondes et l'Irlandais Stephen Roche à 37 secondes. Au général donc, Laurent Fignon possède désormais 4 minutes d'avance sur Arroyo, nouveau deuxième, Vinen troisième et Van Nim quatrième. On commençait à douter et pourtant on avait tort. On se disait, Laurent Fignon va gagner le Tour de France sans avoir remporté la moindre étape. Un maillot jaune dans l'esprit des suiveurs, un maillot jaune qui ne passe pas la ligne une seule fois en tête pendant un Tour de France, ça n'est pas un très grand maillot jaune. Il ne croyait surtout pas que Laurent Fignon ait gagné cette étape aujourd'hui à Dijon dans le seul et unique but de redorer son blason. En fait, il s'est surpris lui-même, il a découvert en même temps que nous qu'il était un coureur aux qualités exceptionnelles, bon grimpeur en même temps que bon rouleur. Maintenant, Laurent Fignon n'est pas un maillot jaune comme les autres, mais ça tient uniquement à une chose, c'est à sa personnalité et à sa jeunesse. Laurent Fignon, j'ai l'impression que vous êtes même surpris vous-même aujourd'hui, c'est vrai? Oui, c'est exact, je suis vraiment surpris d'avoir gagné ce contre-la-montre. Et pourquoi? Parce que je me suis jamais considéré comme un super dans les contre-la-montre et je ne pensais vraiment pas gagner, je pensais faire dans les 5-6 par là. Vous réalisez que vous avez le maillot jaune sur les épaules, on n'a pas l'impression non plus. Mais si, je réalise, mais il y a encore demain et enfin je pense que c'est gagné, mais il faudra passer la ligne sur les champs pour vraiment laisser la joie exploser. Et vous avez pris conscience de nouvelles possibilités, de victoire et une nouvelle vie pour vous, une vie de champion maintenant. Est-ce que vous avez pris conscience de cela? Eh bien, pas encore, non. Je sais que maintenant j'ai de grosses possibilités, qu'il faudra que j'essaye de les exploiter au maximum le plus souvent possible. Eh bien, on les essaiera de le faire. Bon, on a coutume de dire que généralement le maillot jaune n'a pas gagné le Tour de France tant qu'il n'a pas franchi la dernière ligne d'arrivée de la dernière étape. Demain, comment ça va se passer? Eh bien, demain, je pense que ça va se passer tranquillement, comme tous les ans. Ça sera un retour sur Paris où tout le monde sera bien content d'arriver assez gentiment, mais le final sera très rapide, comme d'habitude, pour donner un beau spectacle aux gens. Alors attention à la chute? Oui, ce sera le plus dur, faire attention à la chute, aux crevaisons et tout ce genre de petites choses. Et demain soir, vous allez gagner le Tour de France? Eh bien, demain soir, je pense gagner le Tour de France, oui. Alors à demain, Laurent, sur les Champs-Élysées. Le mauvais sort s'acharne sur le Grand Prix de France d'ULM. Après 3 accidents mortels, un 4e ce matin, très grave, puisque le pilote Marc Lejeune souffre d'une fracture de la colonne vertébrale. L'accident s'est produit au décollage, au Sainte-Marie-de-la-Mer, sous les yeux de notre envoyé spécial Pierre Lambert, qui était en train d'interviewer un responsable sur les problèmes de sécurité. Nous sommes au départ de l'avant-dernière étape de ce Grand Prix de France ce matin, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors que Bernard Lamy, l'un des organisateurs, répond à une interview, un nouveau drame vient de se produire sous ses yeux. Regardez. L'appareil de Patrick Lejeune, 32 ans, vient de s'écraser au sol. La cause, son parachute s'est ouvert accidentellement à 5 mètres du sol. Patrick Lejeune souffre d'une fracture de la colonne vertébrale. 3 morts et 2 blessés graves. Le bilan de ce Grand Prix de France est désormais très très lourd. Bernard Lamy, alors c'est une arme à double tranchant ces parachutes? Effectivement, s'il s'ouvre au décollage, ça peut être dangereux, vous avez vu. Il va falloir aussi qu'on ait de bons parachutes. Comment peut-on alors expliquer que le parachute, actionné par une poignée, se soit déployé?
C'est une poignée actionnée par le pilote sur son siège de pilotage qui provoque l'ouverture. Cette poignée a pu être manipulée par un spectateur ou accidentellement par le pilote, ce qui aurait pu provoquer une ouverture partielle, une mise en fonctionnement partielle de l'extracteur, puis les vibrations au roulage et le décollage ont pu achever l'ouverture et provoquer l'ouverture de la voile. Il existe pourtant une autre sorte de parachute avec lequel cet incident est impossible. Le voici. Il s'agit d'un parachute à extraction pyrotechnique, à poudre si vous préférez, et regardez le document qui suit. Un pilote d'ULM à 300 mètres du sol déclenche ce parachute. Il descend à une vitesse de 20 km/h. À l'arrivée, le choc mettra hors d'état le train d'atterrissage, mais le pilote s'en sortira sans une égratignure. Sur le Grand Prix de France, 30 appareils seulement sur 92 sont équipés de parachutes et sur ces 30, 20 à extraction pyrotechnique à poudre. Le parachute n'apparaît pas encore indispensable au pilote. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas plus d'ULM qui ont des parachutes? Eh bien parce que l'ULM est une famille dans laquelle il y a, qui a deux provenances. Les pilotes de deltaplane qui ont compris depuis très longtemps l'utilité des parachutes parce qu'il y a des dizaines d'entre eux qui doivent leur vie à cet accessoire. Et des pilotes qui viennent de l'aviation classique dans laquelle le parachute est beaucoup moins utilisé parce que les engins qui sont utilisés pour voler en avion ne permettent pas souvent l'utilisation d'un parachute. Un point positif, les organisateurs du futur Londres-Paris en septembre ont d'ores et déjà décidé d'obliger tous les appareils à être équipés de parachutes. Il n'est pourtant pas sûr que l'incident d'aujourd'hui ne s'y reproduise pas. Dans le conflit sur les rabais du prix de l'essence, Édouard Leclerc marque un point. Le tribunal de Pontoise, saisi par des détaillants, donne raison à M. Leclerc qui entend donc continuer à faire des ristournes de 20, 30 et même 35 centimes sur le prix du carburant. La question que l'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi le gouvernement tient, lui, à ce que les rabais ne dépassent pas 10 centimes, comme il l'a rappelé au début du mois. Le reportage de Jean-Louis Calmeja. En France, le réseau de distribution d'essence est le plus vaste et le plus diversifié d'Europe. Et lorsque les pouvoirs publics refusent d'accorder un rabais supérieur à 10 centimes par litre de super, c'est principalement pour éviter de voir disparaître les petits détaillants. Ces petits détaillants qui sont très nombreux dans le milieu rural et à la campagne. Ils seraient en effet amenés à vendre leur essence à perte. Aussi, ne pas accorder un rabais supérieur à 10 centimes, c'est apparemment pour les pouvoirs publics dans un souci d'aménagement du territoire, mais également dans un souci de service rendu aux consommateurs, pour éviter à ces consommateurs de faire plus de 50 km pour faire leur plein d'essence, comme c'est fréquemment le cas outre-Manche. Pour Édouard Leclerc, qui lui s'approvisionne sur le marché libre de Rotterdam, et non dans les grandes compagnies, de toute façon, ces petits détaillants sont appelés à disparaître. Les grandes compagnies sont en train d'implanter des distributeurs automatiques d'essence où il n'y aura plus besoin d'un homme. Ce sera avec une carte magnétique que vous prendrez votre essence. Et si les petits pompistes, les distributeurs indépendants me comprenaient, eh bien, ils se seraient tous associés en coopérative, comme les Centres Leclerc, auraient acheté en force et à des prix extrêmement compétitifs et auraient pu empêcher le monopole des grandes compagnies. Il n'est pas encore trop tard. Ils n'ont qu'à se rassembler, former leur coopérative et mettre un drapeau uniforme à travers la France, et pour bien montrer que les indépendants c'est quelque chose, ça représente une force bien plus considérable que les grands monopoles qui un jour feront tous les prix qu'ils désireront. Contrairement à d'autres tribunaux, le tribunal de Pontoise a estimé que la réglementation française en matière de fixation de prix des carburants au détail ne doit pas être appliquée, je cite, comme étant contraire aux dispositions de la règle communautaire. Quant aux 6 distributeurs d'essence qui avaient intenté ce procès contre les centres Leclerc, ces 6 détaillants, eux, ont fait appel. Dans une question écrite au Premier ministre, Michel Debré demande s'il est normal de conserver des ministres communistes au gouvernement alors que leur secrétaire général, Georges Marchais, de retour de Moscou, et sur un sujet capital comme celui des euromissiles, a une position différente de celle du gouvernement. Jacques Chirac a quitté l'hôpital Cochin après son opération à la suite de son accident d'il y a 5 ans, un accident de la route.
Tout va bien, le maire de Paris est parti se reposer et il sera représenté demain à l'arrivée du Tour de France par M. Tibéri, l'un de ses adjoints. Une semaine après l'attentat d'Orly qui a fait 7 morts, il est intéressant ce soir de faire le point à la fois sur l'enquête et sur la situation des blessés les plus graves. On sait que les policiers français ont fait diligence puisqu'ils ont arrêté l'auteur de l'attentat, mais leur travail n'est pas pour autant terminé. Et les policiers néerlandais ont également à leur actif une réussite. Ils ont arrêté un Arménien de nationalité turque qui serait l'auteur du meurtre du diplomate turc de Bruxelles tué la veille de l'attentat d'Orly. François Cornet. C'est en plein centre de la capitale belge que l'Azala avait abattu Dursun Aksoy alors qu'il quittait son domicile pour se rendre en voiture à son bureau de l'ambassade de Turquie. Arrêté vendredi dernier à Almelo, dans l'est des Pays-Bas, le ressortissant turc d'origine arménienne est fortement soupçonné d'être l'un des meurtriers du diplomate. Ainsi, 8 jours après les 2 attentats de Bruxelles et d'Orly, les polices européennes enregistrent 2 résultats positifs. Mais le terrorisme arménien menace de faire couler le sang dans tous les pays qui détiennent des prisonniers de l'Azala. La France est bien sûr, elle aussi, citée dans les communiqués de l'organisation clandestine. La brigade criminelle a lancé un avis de recherche contre 3 militants de l'Azala qui ont échappé au coup de filet du début de semaine, dont le fabricant présumé de la bombe qui a explosé à Orly, un Arménien de nationalité turque. 8 jours après cet attentat, 16 grands brûlés sont encore soignés à l'hôpital Percy. Leur jour, selon les médecins, ne serait plus en danger. Presque tous les malades sont opérés. Sur le plan chirurgical, la plupart des problèmes sont résolus. Et sur le plan des brûlures, bien sûr, l'évolution sera longue pour certains. Il y a des cas encore très graves, bien sûr, mais nous espérons pouvoir arriver à les guérir tous. Après l'attentat d'Orly, aucune décision définitive n'a été prise par les autorités françaises quant au nombre d'Arméniens soupçonnés d'appartenir à l'Azala qui seront expulsés de France. Oui, j'ajoute que l'ambassadeur de Turquie en France vient de faire savoir que son pays n'a pas demandé l'extradition des militants arméniens arrêtés cette semaine en France dans le cadre de l'enquête sur l'attentat d'Orly. Les Libanais craignent de plus en plus la reprise de la guerre civile après les violents combats de ces jours derniers entre Druzes et chrétiens. Cela d'autant que la rencontre du président Gemayel avec le président Reagan à Washington n'a pas fait évoluer la situation. Seule initiative américaine, le remplacement de M. Habib, l'émissaire du président Reagan au Proche-Orient, par un diplomate plus à même de convaincre la Syrie de retirer ses troupes du Liban. Ce diplomate s'appelle M. McFarlane. Sur le terrain, les derniers bombardements de Beyrouth ont été très meurtriers. Didier Régnier. L'aéroport de Beyrouth est plus qu'une cible, c'est un symbole, le symbole de l'unité du pays. Et c'est ce symbole qu'ont détruit des obus hier matin, atteignant la piste d'atterrissage, le parking et surtout une base aérienne de l'armée libanaise. Bilan, 1 mort et 10 blessés dont 2 Marines américains. Toute la journée, les obus se sont abattus aux 4 coins du secteur chrétien, faisant 19 morts et une 50aine de blessés. Ces violents affrontements opposent une fois de plus les forces libanaises chrétiennes aux miliciens du Parti socialiste progressiste. Et leur leader, Walid Jumblat, a revendiqué ce matin même l'entière responsabilité des bombardements. Je continuerai, a-t-il dit, jusqu'à ce qu'ils comprennent que le Liban n'est pas la demeure de Gemayel. Ce n'est pas une coïncidence si la flambée de violence qui a lieu ces temps-ci, ces jours-ci, a lieu au moment où le président Gemayel se trouve à Washington. C'est manifestement une démarche volontariste pour déstabiliser le Liban. Monsieur Jumblat, qui dirige les Druzes, cette secte islamique qui n'a plus rien à voir en fait avec l'islam, dépend politiquement et même sur le plan des armements de Damas. Et à qui le crime profite-t-il sinon à Damas, qui cherche à montrer par tous les moyens qu'elle peut bloquer toute négociation et toute solution au Liban, et même dans le Moyen-Orient. Et elle y réussit très bien, un clin d'œil aux Américains pour montrer qu'elle est, elle, le seul interlocuteur valable pour les Américains, et simplement la balle aujourd'hui est dans le camp des Américains. Dans ce contexte menaçant, tous les Libanais se tournent évidemment vers Washington, où leur président achève une visite de 5 jours. Rien dans les propos qu'il a tenus après sa rencontre avec le président Reagan, rien ne permet d'apporter le moindre éclaircissement sur les moyens à mettre en œuvre pour évacuer les forces étrangères du Liban.
Un signe positif cependant, l'annonce du remplacement de Philip Abbey par Robert McFarlane. Ce dernier jouit d'une certaine sympathie à Damas. Et c'est important dans la mesure où les États-Unis pourraient ainsi amener la Syrie à dialoguer et à composer, la Syrie qui d'autre part a besoin d'une aide sur le plan économique. Pologne, les premiers détenus politiques ont commencé à être libérés. Il s'agit de prisonniers en instance de jugement. Quant aux autres, on ne sait toujours pas exactement quand ils pourront quitter leur prison. Cela pourrait être d'ici à 1 mois. En tout cas, d'après les indications officielles, l'amnistie pourrait toucher 650 personnes. 80 autres personnes ne seraient pas concernées. Les 7 manifestants de l'organisation écologique Greenpeace, détenus par les soviétiques à la suite d'une manifestation contre la chasse aux baleines, ont finalement été relâchés, vous le voyez. L'agence TASS les avait accusés de provoquer des incidents dangereux. En fait, ils distribuaient des tracts. En France, un incendie d'origine criminelle s'est déclaré aujourd'hui dans un hypermarché près de Châteauroux. Il y a 1 mort, 1 pompier et 2 autres pompiers blessés. Tous les clients, 1 millier environ, ont pu être évacués à temps. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu a pris naissance dans le rayon outillage-bricolage et s'est développé surtout à cause de l'explosion de bouteilles de gaz qui étaient stockées dans le magasin. Il ne fait aucun doute pour les enquêteurs que le sinistre est d'origine criminelle puisque 2 foyers ont été décelés avec certitude. Et j'apprends à l'instant que l'incendie de ce magasin, donc de Châteauroux, est maintenant éteint. Aux États-Unis, une équipe médicale de Californie vient de réussir une première vraiment intéressante. Elle a transplanté dans une femme stérile un embryon fécondé dans une autre femme. Autrement dit, c'est le contraire de ce qui se passe pour un bébé éprouvette où la fécondation est faite in vitro. Cette fois, elle est faite in vivo. Les explications de Lucie Sauboul. C'est en effet une grande première pour l'équipe médicale de l'Université de Californie. Voilà l'exploit dont il s'agit. 2 femmes, pourtant stériles, attendent aujourd'hui un enfant. Par quelle technique? Dans un couple, la femme est stérile. Les médecins utilisent le sperme du mari pour féconder une autre femme par insémination artificielle. Jusque-là, c'est du déjà vu. Mais la grande nouveauté, c'est que l'embryon sera prélevé dès la première semaine et transplanté dans l'utérus de l'épouse stérile où il se développera normalement. En un mot, c'est le don d'un ovule déjà fécondé. Dans ce couple, le mari est donc le vrai père. L'épouse, bien que naturellement stérile, va connaître pleinement les satisfactions de la maternité. Porter son enfant, souffrir pour lui donner la vie, c'est essentiel, tout est donc bien. Mais il reste néanmoins un problème moral. Une femme a donné un ovule. Biologiquement, l'enfant est le sien, il porte son patrimoine génétique. À tout moment, elle peut le réclamer puisque la donneuse de vie, c'est elle. Voilà un cas nouveau dû à un progrès de la science. On peut penser que les juristes auront bientôt à s'en préoccuper puisqu'au fond il s'agit d'une adoption peu après le moment de la conception. Il n'empêche que c'est là une nouvelle victoire technique dans la lutte contre la stérilité. Au moment où tant d'entreprises connaissent des difficultés qui trop souvent se soldent par leur suppression, je vous propose de nous arrêter un instant sur le cas d'une usine qui, elle, a été sauvée par ses ouvriers. Ils ont racheté en effet le capital à leur ancien patron et aujourd'hui, ça marche. Il s'agit du cas des bacs Riviera. Cette histoire vous est contée par Geneviève Moll. Les employés de la manufacture provençale de matières plastiques à Marseille, qui fabrique entre autres les bacs Riviera, viennent de vivre 6 années très difficiles. En 1977, l'entreprise, déjà mal gérée, est rachetée par un groupe français, Monoplast, qui ne parvient pas à redresser la situation. Bien plus, en 1982, l'une des comptables part avec la caisse et accroît de 20 millions le déficit déjà considérable de la société, qui est mise en liquidation le 20 août dernier. Les ouvriers occupent l'usine et obtiennent du président du tribunal de commerce de Marseille d'en poursuivre le fonctionnement, car ils l'estiment rentable, leur usine. Des acheteurs se présentent, mais ils ne garantissent que 150 emplois. Pas question, répondent les ouvriers, nous sommes 345. Avec l'aide d'un syndic décidé à sauver l'entreprise et non à la liquider, ils cherchent d'autres solutions. Ils pensent à la SCOP, la coopérative ouvrière de production, mais elle ferait peur aux clients et les structures juridiques en sont trop rigides. Ils montent alors un dossier de société anonyme, le présentent au président du tribunal de commerce, au syndic et même à Gaston Defferre qui donne son aval. Quant au syndicat,
ils font taire leurs dissensions. Les syndicats luttent toujours contre le chômage. De ce fait, nous avons réussi une bonne opération. 177 employés donnent chacun 2000 francs et constituent ainsi le capital de la SA. Ensuite, ils se font licencier et vont se déclarer aux assédiques comme créateurs d'entreprise. Les assédiques leur allouent, à chacun et en une seule fois, 6 mois d'indemnité de chômage. Ils peuvent racheter l'actif de leur entreprise, c'est ce qu'ils viennent de faire. L'entreprise s'appelle maintenant la Société phocéenne de matières plastiques. Une vingtaine de personnes n'ont pas voulu s'engager dans l'aventure, 80 autres sont partis en pré-retraite, 260 sont aujourd'hui au travail. Nous nous sentons vraiment libres au point de vue, disons que nous savons que nous travaillons pour nous. Que les fruits de notre travail nous rapporteront à l'ensemble du personnel. À partir du 15 septembre, un produit nouveau sortira tous les 15 jours de nos usines. Vous ne croyez pas que c'est beaucoup? Non, ça représente quand même que 6 produits jusqu'au 31 décembre. Ces hommes ont joué sur eux-mêmes pour gagner leur avenir et ils sont persuadés de réussir. Une trentaine de Français seraient à bord du navire Santa Isabella, actuellement recherché au large des Malouines par les autorités britanniques et argentines. Ce sont des radioamateurs de Bretagne et de Normandie qui ont capté un appel de détresse de ce bateau, donc le Santa Isabella. Et un beau coup de filet de la brigade des stupéfiants de Paris. Vous allez le voir, les policiers ont saisi 2 kilos, 300 grammes d'héroïne. Il y en a pour 5 millions de francs lourds et 11 trafiquants d'origine asiatique sont sous les verrous. En fait, c'est un réseau entier qui vient d'être démantelé, celui de la filière chinoise. Le tiercé de demain se court à Maisons-Laffitte et pour ceux qui attendent avec impatience les pronostics de Pierrette Bresse, la voici. C'est le prix de la Chapelle, une course à handicap longue de 2400 mètres qui servira de support au pari tiercé. Il y aura 17 partants, parmi eux King Size, le numéro 5, possède une bonne chance à défendre, surtout si le terrain est souple. Son entraîneur Christian de Vatrigan semble optimiste. Sur sa dernière course, je crois qu'il doit être à l'arrivée, il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait? Il est 5e ici à Saint-Cloud. Très très bien couru, un peu malheureux à 100 mètres du poteau. La foulée d'après, il était 3e, bon, il est 5e dans un mouchoir de poche, je crois que sur cette course-là, il devrait être à l'arrivée. Mon pronostic est le suivant. Margello, le numéro 9, Swift Arrow, le numéro 2, Belle du Sol, le numéro 12, King Size, le 5, Zudo, le numéro 8, L'Indésirable, le 7, Blue Torpedo, le 11 et Dingerine, le numéro 15. 9, 2, 12, 5, 8, 7, 11 et 15. Le compositeur Georges Auric vient de mourir à l'âge de 84 ans. Il avait fondé avec ses amis Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Germaine Taillefer, entre autres, le groupe des 6. Il avait écrit beaucoup de musique de chambre, des partitions de ballet, également des musiques de films, la Symphonie pastorale, Lola Montez, Le Salaire de la peur. Vous entendez en ce moment Moulin Rouge, également la musique de la Grande Vadrouille. Il avait dirigé l'Opéra de Paris de 1962 à 1968. Georges Auric. Un amour de Swann de Marcel Proust, enfin au cinéma. Et c'est le metteur en scène allemand Volker Schlöndorff qui vient de le tourner. Lui, Swann, c'est Jeremy Irons, le héros de Travail au noir. Elle, Odette de Crécy, c'est Ornella Muti. Le reportage de France Roche. 1890, le journal du jour à la roseraie de Bagatelle. Volker Schlöndorff, transformé en voyageur du temps, tourne Un amour de Swann. Porté à l'écran Proust à l'ombre des rosiers en fleurs, c'est aussi évoqué la tour de Babel. Le munichois Volker parle tour à tour et parfois dans la même phrase l'anglais, le français et l'italien. Hein? Così. Ça, l'ombrello. Merci. Voilà. Pendant ce temps-là, il peut se passer autre chose. Et puis, Oui, on repasse sur eux deux qui te regardent et voilà. E questo tempo qui, mentre lui arriva, è un po' lungo, ma state aspettando. Or would you prefer to have him come in quicker? No, it's okay. Ornella Muti, ornée des fleurs de Cattleya, symbole de l'amour vainqueur et couronné chez Proust.
Je pense qu'elle est beaucoup l'esprit des futurs dans un monde un peu climat. Oui, c'est-à-dire que c'est déjà une femme qui veut acquérir sa liberté dans une époque où elle ne l'avait pas. Ah oui. Swann, c'est Jeremy Irons. Il n'y avait pas plus élégant et plus racé pour jouer Swann que cet Anglais qui enlaça Meryl Streep dans La femme du lieutenant français. Chaque fois qu'il arrive sur le set, moi je tombe. Pour danser avec lui le ballet de la fascination fin de siècle, Ornella a dû passer du sex-appeal qui s'offre à la coquetterie qui se refuse devant une cour passionnée. Mais aussi peut-être qu'elle était plus honnête sans se montrer comme ça. Beaucoup d'hommes ne se montrent pas. Ça c'est vrai, ça c'est depuis la libération féminine. Ah oui, il se cache, l'homme se cache toujours. Alors vous regrettez les hommes de cette époque que vous n'avez pas connus? Non, parce que c'est inutile. J'essaye de découvrir l'homme aujourd'hui. Les actrices italiennes sont assez féministes, vous l'êtes? Mais moi je déteste le mot féministe, parce que c'est un mot. Il y a une façon d'être, de vivre que moi je suis très d'accord, oui. Mais c'est très difficile, parce qu'on dit, les hommes disent, vous avez la parité de sexe, mais moi je ne le crois pas. L'homme ne considère pas la femme. Je vous jure que c'est bien la première fois à ma connaissance qu'un sondage est fait sur les jurons des Français. Oui, oui, vous avez bien compris, les gros mots, la grossièreté des Français. Alors d'après une enquête de l'IFRES publiée dans le journal du dimanche de demain, 65% des Français avouent proférer des jurons, souvent ou parfois. Pour 18% d'entre eux, c'est par habitude, et pour 62%, cela arrive quand ils sont en colère. Le juron qui revient le plus souvent, c'est incontestablement le mot de Cambronne, en 5 lettres pour ceux qui jouent au mot croisé. 81% des Français l'utilisent. Ensuite viennent zut, mince et d'autres termes plus imagés qu'il vaut mieux lire que dire. Encore ces deux informations qui nous viennent des États-Unis. Hier à Central Park, où se tenait un concert, une horde d'1 millier de jeunes gens s'est abattue telle une nuée de sauterelles sur le public. Ils ont rançonné, volé et même frappé les gens. Ensuite, ils se sont rendus à Times Square, toujours à New York, où ils ont poursuivi leur expédition. Un couple de Français a été agressé et légèrement blessé. Et puis en Pennsylvanie, au cours d'une convention sur l'élevage des lapins, une demi-douzaine de manifestants ont envahi la salle déguisés en lapins. Alors malgré les protestations des organisateurs, la police a accepté que les manifestants lapins restent dans la salle à condition de s'arrêter de sauter tout autour de la conférence. Place à la météo avec au menu la chaleur et les orages qui ont jusqu'à présent causé pas mal de dégâts. Philippe Dumez. Les orages ne sont pas encore finis malheureusement, mais on commence déjà à faire les comptes. En Dordogne par exemple, on estime que la réfection des 3000 toitures à arracher au début de la semaine coûtera environ 250 millions de francs. D'autres départements, en particulier dans le sud-ouest, ont subi des dégâts considérables. Certains campings ont été ravagés et de nombreuses caves ont été inondées par des pluies diluviennes. Orages et chaleur vont souvent de pair et hier on a battu des records historiques. Dans le Var, 3000 poules ont succombé à la chaleur et le déraillement d'un train de marchandises entre Grenoble et Valence est peut-être dû à une dilatation excessive des rails surchauffés qu'ils étaient par le soleil et le poids des roues. Et si cet accident n'a fait aucun blessé, les orages un peu partout ont fait plusieurs victimes. Alors bien sûr, vous avez vu qu'il y avait une inversion dans les images et je m'en excuse. Cela étant, vous savez, il fait chaud, oui bien sûr, mais on est en été et il est sûr que déjà à l'époque des Romains, eh bien, on parlait de la canicule aux alentours du 23 juillet. Si l'on regarde le ciel, eh bien, c'est toujours malheureusement un peu la même chose. Il y a beaucoup de nuages sur l'Atlantique et ceux-ci, en arrivant sur notre pays, eh bien, ils se transforment soit en orage, soit ils disparaissent complètement et on ne voit pas grand-chose changer, à part peut-être une petite dépression qui est en train de se former ici au nord du Portugal et qui, en rentrant un tout petit peu dans le golfe de Gascogne, va nous amener des vents de sud-ouest encore chargés de chaleur, d'humidité et probablement aussi d'orage. Pour demain, c'est assez simple. Là, c'est surtout, disons, dans la partie est de notre pays que les orages seront le plus fréquents et peut-être même violents en soirée à cause des fortes chaleurs qui règnent, notamment ici dans la région lyonnaise. Seule la Corse sera encore épargnée une partie de la journée, mais il faut s'attendre toutefois à ce que les orages fassent leur apparition en fin d'après-midi ou au début de la nuit.
Ailleurs, eh bien, il y aura pas mal de nuages sur les côtes de la Manche depuis la Bretagne jusqu'à la Normandie, avec quelques risques d'averses. Et puis du nord au sud de la Bretagne et à l'Aquitaine, là, un petit peu de temps orageux le matin, mais pas très important. Et puis ensuite, dans le courant de la journée, eh bien, ce sera plutôt du beau temps, avec pas mal de soleil. Pour les températures, elles sont à peu près équivalentes à ce qu'elles étaient aujourd'hui, à savoir 27 à 30 degrés dans la moitié nord, et puis 28, 26 degrés un peu moins chaud sur les côtes de l'ouest, pour atteindre 36 degrés encore, vous voyez, à Marseille. C'est toujours dans cette région ici du couloir rhodanien, je n'arrive pas à le dire, Nîmes et Nice qui fait bien sûr le plus chaud en ce moment. Et puis alors, pendant que vous regardez notre agenda, eh bien sachez qu'une expédition soviétique scientifique a relevé hier une température tout à fait intéressante, moins 89,2 degrés, c'était au pôle sud, ça rafraîchira au moins un peu l'esprit. Oui, on n'ose pas dire, ils ont de la chance. J'ai vu que c'était la Sainte Christine, alors bonne fête à une Christine qui vous présente d'habitude le journal et qui est en vacances en ce moment. Je voudrais terminer en vous donnant une dernière information qui est une bonne nouvelle. En tennis, dans la Coupe Galéa, la France vient de remporter la Coupe en battant l'Espagne. Vous aurez donc sans doute des images dans votre prochain journal qui aura lieu à 23h25. Demain, antenne de midi avec Daniel Bilalian. Et puis j'espère vous retrouver à 20h demain soir. Bonne soirée à tous.